Oh, mais Fred, qu'est-ce qui s'est passé? Jamais je me suis coupé un doigt en cuisinant. Ah bah tiens, ça tombe super bien parce que il y a quelques jours j'ai lu qu'il y avait certaines cellules qui avaient la capacité de reconstruire des tissus, des membres, etc. Et je crois que ça s'appelait des cellules souches. Quoi? Mais alors comment est-ce que des cellules souches peuvent-elles reproduire mes tissus? Tu me parles de cellules souches, mais c'est quoi la cellule? Eh bien Fred, la cellule est l'élément de base composant tout être vivant. Notre corps lui-même est composé de milliards de cellules. Et tu te rends compte, il existe près de 200 types de cellules différentes. Certaines cellules participeront à la formation des ongles, d'autres de la peau, des cheveux, etc. En fait, chaque cellule a son propre rôle. Prenons par exemple un mur fait de Lego. Il représente un organisme vivant. Et cette petite brique représente une cellule. En fait, chaque cellule constitue un élément de base de l'organisme, tout comme chaque brique sert à édifier ce mur. Et de la même manière que les briques, les cellules sont placées les unes à côté des autres. Un regroupement de cellules de même type ira former un tissu qui lui-même ira former un organe. Regardons la cellule de plus près. On peut y apercevoir plusieurs éléments la composant. Tous ces petits éléments sont appelés organites. Ces organites lui permettront de survivre en effectuant toutes sortes de transformations chimiques. Il y a par exemple les mitochondries, qui vont fournir aux cellules l'énergie dont elles ont besoin en effectuant ce que l'on appelle la chaîne respiratoire. Il y a aussi les ribosomes, qui en lisant l'ARN lors de la réplication de l'ADN, vont participer à la formation de protéines. Par ici se trouvent les centrosomes, qui auront un rôle lors de la division cellulaire. On peut encore distinguer l'appareil de Golgi, qui lui aussi aura un rôle lors de la fabrication de protéines. Par ici se trouve le réticulum endoplasmique lisse, qui va synthétiser les lipides et stocker le calcium. Cette partie qui semblerait vide est en fait remplie d'un liquide dans lequel tous les organites baignent. C'est le cytoplasme, qui va intervenir aussi dans le maintien de la forme de la cellule. Et c'est aussi la membrane qui va contrôler ce qui rentre et ce qui sort de la cellule. Benjamin, t'aurais pas oublié un organite? Mais j'y viens. Dans les cellules dites eucaryotes, on peut trouver ce que l'on appelle un noyau. C'est l'élément le plus important de la cellule. Enveloppé d'une enveloppe nucléaire, il sépare les organites de la cellule de ce qu'il contient. À l'intérieur du noyau, on peut trouver ce que l'on appelle le génome, qui englobe l'ensemble du matériel génétique de notre corps, l'acide désoxyribonucléique, ou mieux connu sur le nom d'ADN. Cette double hélice composée de bases azotées, donc A pour adénine, T pour thymine, G guanine et C pour cytosine. En fait, ces bases vont se lier entre elles et ainsi, elles forment cette double hélice au sein du noyau. Et c'est aussi à cet endroit même que se passe le phénomène de la division cellulaire, ou aussi appelé la mitose. En fait, la cellule va pouvoir se reproduire de manière asexuée en donnant ainsi naissance à 2 cellules filles. Et tout cela par le biais de 4 étapes. Mais expliquons tout cela avec quelques maquettes. Voici une cellule. Et cette boule ronde que tu peux voir, Fred, représente le noyau. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mitose est tout d'abord précédée par l'interphase. Une phase se caractérisant par l'accroissement du volume d'ADN suite à sa réplication. Puis suit la première étape de la mitose, la prophase. La chromatine s'organise alors différemment. L'ADN est très compact et on peut enfin voir apparaître les chromosomes à 2 chromatides. Puis ensuite vient la métaphase, phase au cours de laquelle les chromosomes vont alors s'aligner sur un plan. Puis les centrosomes vont étendre leurs microtubules qui vont alors se fixer sur chacun des chromatides des 3 chromosomes que nous avons ici. À l'étape de l'anaphase, le lot de chromosomes va être séparé en 2, car chacun des microtubules va alors tirer un lot de chromosomes vers l'extrémité de la cellule. Au cours de cette dernière étape, il n'y aura donc plus 3 chromosomes comme avant, mais plutôt 6, mais cette fois-ci il y a un seul chromatide. Et après la mitose, il y a une phase dite de
télophase. Au cours de cette phase, la cellule à 6 chromosomes va se diviser en deux, donnant ainsi naissance à 2 cellules filles, comprenant chacune 3 chromosomes. Puis l'ADN se répliquera pour avoir le même nombre de chromosomes qu'on avait au tout début dans chaque cellule. Ce mode de reproduction asexuée est notamment utilisé par les unicellulaires. Mais alors, à quoi ces cellules souches peuvent-elles servir? Imaginons rendre la vision à des personnes aveugles, aider des personnes paralysées à effectuer des mouvements. Et tout cela serait possible en y injectant des cellules souches qui iraient remplacer les cellules défectueuses du patient. Puisque les cellules souches sont indifférenciées, elles pourront ainsi se spécialiser dans n'importe quel domaine cellulaire du corps. Le patient aura alors reçu des cellules toutes neuves qui cette fois-ci fonctionneront correctement. En fait, on parle de cellules souches quand elle contient ces deux caractéristiques. Tout d'abord, il y a l'autorégénération, ce qui veut dire que la cellule pourra s'auto-renouveler, et cela à l'infini. Puis, il y a aussi la capacité de pouvoir se différencier en n'importe quel autre type de cellule de notre corps. On observe dans la nature toutes sortes de régénérations, toutes différentes les unes des autres. Mais alors, pourquoi est-ce qu'un être n'a-t-il pas les mêmes caractéristiques de régénération qu'un autre être ? Eh bien Fred, toutes ces différences de régénération se jouent au plan de l'évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution ne se schématise non pas par un arbre de l'évolution, comme le pensait le célèbre naturaliste Carl von Linné, mais plutôt par un buisson de l'évolution. Car en effet, une espèce ne se différenciera pas par un seul chemin, mais par plusieurs chemins. La Terre est apparue il y a environ 4,56 milliards d'années. Mais à la base de tous les individus que nous pouvons retrouver aujourd'hui, il y a d'abord eu une simple cellule. En fait, cette cellule s'est différenciée en plusieurs espèces. Et il y a environ 3,8 milliards d'années, ce fut l'apparition des premiers êtres à une cellule que l'on appelait unicellulaire. Et figure-toi qu'ils pouvaient déjà bien se régénérer. En effet, ils utilisaient une reproduction asexuée, plus précisément appelée la mitose. Et grâce à cette reproduction, ils pouvaient non seulement régénérer tout leur organisme, mais aussi donner naissance à un nouvel être vivant. Et donc, ces êtres unicellulaires peuvent être soit des bactéries, ou soit des archées qui, elles aussi, sont des bactéries, mais pouvant vivre dans des milieux extrêmes. Il y a entre 2,7 et 1,8 milliards d'années, ce fut l'apparition des premiers êtres eucaryotes. Alors, quelle est leur différence avec les êtres unicellulaires ? Eh bien, c'est que les eucaryotes, eux, possèdent plusieurs cellules. Ils sont donc pluricellulaires et leurs cellules ont la capacité d'avoir un noyau, ce que les êtres unicellulaires n'avaient pas. Tout d'abord, il y a eu l'apparition des plantes et des algues rouges. Et figure-toi qu'elles aussi possèdent des cellules souches, seulement elles sont appelées cellules souches végétales. Rares, elles se trouvent au cœur de la plante, et plus précisément dans le méristème primaire, qui contribuera à la croissance dite en longueur de la plante. En fait, elle participera à la pousse des feuilles et des racines. Et ces cellules souches végétales se trouvent aussi dans le méristème secondaire. En effet, voici une coupe transversale d'une tige. Eh bien, les cellules s'y trouvant participeront à la croissance dite en épaisseur de la tige. L'être vivant suivant est l'éponge. Mais non, Jamy, c'est pas celle-là, mais plutôt ça. Bon, en fait, c'est un être très primitif qui se caractérise par une organisation des plus simples. L'éponge est en fait un organisme dit homéomère, car elle est composée d'une structure homogène. Il n'y a ni différenciation des cellules, ni des organes, etc. L'éponge peut être coupée, râpée, écrasée. Chaque petit morceau issu de son organisme sera capable de reformer un organisme entier à lui seul. Les cellules dispersées seront capables de se réorganiser et ainsi reformer un nouvel organisme. L'éponge est donc capable de se régénérer entièrement. Sa plasticité, donc, ce qui veut dire que c'est sa capacité à se reformer et se régénérer, est donc très forte. Mais alors, qu'est-ce que tu en dis des cnidaires ? Eh bien, les cnidaires, eux aussi, possèdent des caractères de régénération très frappants. En effet, prenons par exemple la méduse Turritopsis nutricula. Eh bien, cette espèce est quasiment classée comme immortelle. En effet, c'est dans son cycle de vie que va se révéler son petit secret. Lors de son cycle de vie, la méduse va passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, elle est une cellule fécondée. En fait,
une cellule reproductrice mâle, donc un spermatozoïde, va aller fusionner avec un ovule, donnant ainsi naissance à une cellule fécondée qui sera notre future méduse. Puis, il y a le deuxième stade de la méduse. C'est la larve planula. Cette larve est dite didermique, car en effet, elle est composée de 2 feuillets embryonnaires, donc l'endoderme et l'ectoderme, contre 3 pour l'humain. Mais c'est aussi à ce moment même que l'embryon va devenir plus libre. En effet, sa peau garnie de petits cils va lui permettre d'effectuer ses premiers mouvements. Ils vont un petit peu avoir le rôle de nageoire. La larve, qui est maintenant devenue un jeune polype, va alors chercher une surface dure qui lui servira d'infrastructure pour aller s'y fixer. Puis ensuite, elle se métamorphosera en un polype qui lui bourgeonnera et donnera ainsi naissance à de multiples méduses. C'est un peu comme si un arbre bourgeonnait et donnait naissance à de multiples fleurs. Les méduses nouvellement formées vont ainsi se détacher du polype. Elles auront atteint leur stade de vie le plus avancé. Elles ne seront donc plus fixées au sol et pourront nager librement. Mais alors pourquoi dit-on de ce cnidaire qu'il est immortel? Eh bien parce que la méduse Turritopsis nutricula est capable d'inverser son cycle de vie. Lorsqu'elle est au stade de méduse mature et qu'elle rencontre des périodes de vie stressantes ou des famines ou que sa vie est en danger, elle va pouvoir revenir au stade de jeune polype. Ainsi, elle pourra redevenir une méduse mature quand les conditions lui sont plus favorables. Et en plus, en revenant au stade de jeune polype, elle va continuer son cycle de vie comme si de rien n'était. Elle va donc ainsi donner naissance à plein d'autres méduses. C'est sa reproduction asexuée. Ce fait s'explique par le phénomène de la transdifférenciation. En fait, une cellule unipotente, qui ne produit donc qu'un seul type cellulaire, va alors se transformer en un autre type de cellule. Et tout cela sans passer par le stade de cellule souche qui lui normalement est nécessaire. C'est comme si une cellule nerveuse se transformait en cellule sanguine. La méduse va alors se servir de ce processus pour remplacer toutes ses cellules actuelles en cellules neuves. Après l'apparition des mollusques, insectes et annélides, puis l'apparition des oursins, il y a enfin eu les vertébrés, donc nous. Et Fred, tu vois cet animal-là? C'est une salamandre. Et les salamandres ont des capacités de régénération très surprenantes. En effet, elles peuvent reformer leur queue, leurs membres, leur cœur, leurs yeux, leurs reins, leur cerveau et leur moelle épinière. Et bien sûr, à l'origine de tous ces faits, il y a les cellules souches. En effet, on a découvert que les cellules souches pouvaient reconstruire tout l'environnement nécessaire autour du membre endommagé. Mais comment c'est possible ça? Bah Fred, je vais t'expliquer ça. Notre très chère salamandre qui va nous servir d'exemple a un membre coupé. Il sera représenté ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les phases de régénération du membre, il y a tout d'abord une cicatrisation de la plaie. En fait, les cellules souches de la peau vont ainsi reformer une nouvelle peau qui va recouvrir la plaie. Lors de la deuxième étape, il y a autour de la lésion ce que l'on appelle un bourgeonnement. Et c'est là qu'entrent en jeu les cytokines. Ce sont des hormones qui sont sécrétées par les cellules du système immunitaire. Et leur particularité, c'est qu'elles peuvent réguler l'activité d'autres cellules à distance. Et c'est ce qu'elles vont faire avec les cellules de la salamandre. En fait, elles vont activer leur participation au système de régénération. Il y aura donc un regroupement de cellules à l'endroit où le membre a été coupé. Ces cellules regroupées vont perdre leur fonction primaire pour ensuite se reproduire plusieurs fois, engendrant ainsi d'autres cellules sans fonction. Et ce sont en fait nos cellules souches. Et toutes les cellules dans ce blastème seront capables de reformer le membre. En fait, elles vont acquérir une nouvelle fonction au sein de ce membre. Elles vont donc se spécialiser. Et ainsi, elles vont participer à la régénération de leur propre tissu. Par exemple, si une cellule souche devient une cellule musculaire, elle participera à la régénération du muscle. Ou bien, si elle est une cellule osseuse, elle participera à la régénération de l'os, etc. Et le blastème enverra ainsi des signaux pour stopper la régénération quand tout le membre sera reconstruit. Et c'est pour ça que ça intéresse tellement les gens, ce système. Parce que les gens se disent, mais attendez, si on arrivait à faire ça chez les humains, ce serait extraordinaire. Et vous savez qu'on est capable de le faire. Mais on perd cette capacité presque à la naissance. Mais j'ai compris. En fait, plus un être se développe et plus il est spécifié, moins il aura cette capacité de régénération. Ah bah, entendons ce que veut dire le professeur Luc Stopigny à propos de cela. Donc en gros, le message, c'est que malheureusement, en gagnant en complexité, on a perdu en plasticité.
dans la régénération, et c'est ce qu'on essaye de comprendre, les mécanismes fins qui fait que ça régénère ou pas. Et les espèces nous permettent en fait d'essayer de comprendre comment ça marche. Mais c'est pas encore gagné. Sache Fred que dans notre corps aussi, nous avons des cellules souches. Et on en distingue deux types. Tout d'abord, il y a les cellules souches embryonnaires, mais aussi les cellules souches adultes. Commençons par les cellules souches embryonnaires. La découverte des cellules souches embryonnaires chez la souris se fait en 1981 par un certain Britannique Martin Evans, puis Matthew Kaufman et Gail Martin. Les trois scientifiques parviennent à prouver que les embryons ont bien des cellules pluripotentes. Puis 5 ans après, le pionnier de cette découverte, Martin Evans, continue son travail sur les souris. Et il fait naître la première souris issue de cellules souches embryonnaires en 1986. Il recevra par la suite en 2007 un prix Nobel pour cette découverte très fructueuse. Et c'est plus tard, en 1998, que James Arthur Thomson, biologiste américain, découvre exactement les mêmes genres de cellules chez l'homme. On peut distinguer plusieurs stades au cours du développement de l'embryon. En effet, après être fécondé, le zygote, tel est le nom donné à la cellule fécondée, aura recours à de séries de divisions cellulaires faisant accroître son nombre de cellules. Tout d'abord, il y a fécondation, ce qui donnera naissance à une cellule. Après 30 heures, l'embryon est au stade de 2 cellules. Il passera par le stade 4 cellules au bout de 45 heures, puis stade 8 cellules à 60 heures. Puis, il y aura ensuite le stade morula, qui est un stade au cours duquel le nombre de cellules passe par 16, puis 32 et 64. Et le stade blastula, au bout de 5 jours, où l'embryon sera composé de 128 cellules. Après ces 5 stades, l'embryon commencera sa nidation, période au cours de laquelle il migrera dans une paroi de l'utérus appelée endomètre et où il continuera à se développer pour ensuite donner un fœtus. Les cellules souches embryonnaires sont prélevées d'un embryon au stade blastocyste, car c'est à ce moment précis de son développement qu'il aura formé toutes ces cellules pluripotentes. Ce qui veut dire que ces cellules seront capables de reformer les 3 feuillets de base composant notre corps. Elles pourront donc se différencier dans n'importe quel autre type de cellules. Ces 3 feuillets embryonnaires sont donc l'ectoderme, qui lui permettra de produire les tissus de la peau et du système nerveux. Puis il y a le mésoderme, qui produira le squelette, l'appareil circulatoire ainsi que les muscles. Et pour finir, l'endoderme, lui, produira l'appareil digestif ainsi que l'appareil respiratoire. Voici un schéma montrant la spécialisation d'une cellule souche embryonnaire jusqu'à une cellule souche spécialisée. Tout d'abord, la cellule souche va être une cellule totipotente. C'est une cellule œuf. Elle pourra donner naissance à un organisme entier. Puis, au stade blastocyste, les cellules souches sont pluripotentes. Elles pourront donner naissance à n'importe quel type cellulaire. En avançant encore, on peut voir les cellules multipotentes, qui, elles, sont déjà limitées à certaines cellules tissuaires. Il y a par exemple l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. On continue, il y a les cellules unipotentes. Là, leur destin est déjà scellé. Elles pourront donner naissance à seulement un seul type de cellules. Pour finir, il y a les cellules matures que nous retrouvons dans notre corps adulte. Elles sont spécialisées. Par exemple, il y a les cellules nerveuses, donc les neurones, cellules musculaires, cellules sanguines, osseuses, cellules pancréatiques, et il y en a bien d'autres. De plus, une fois mises en culture, ces cellules peuvent ainsi se multiplier et donner naissance à d'autres cellules identiques, et cela à l'infini. Cette faculté de pouvoir se reproduire à l'infini intéresse bien le monde médical, car elle pourrait peut-être être la solution à plusieurs maladies qui jusque-là n'étaient qu'incurables. Mais attention, malheureusement, si les cellules souches embryonnaires semblent être le miracle révolutionnaire dans la médecine régénérative, et il se peut qu'il y ait certains risques. On en distingue tout d'abord 2 risques majeurs. Le premier risque est un risque de rejet des cellules souches embryonnaires par le système immunitaire du patient. Car en effet, ces cellules souches embryonnaires sont dites allogènes, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas du tout les mêmes informations génétiques que les cellules du patient. Lorsqu'elles seront injectées dans le corps du patient, il se peut que son système immunitaire les rejette, car il les aura détectées comme un élément étranger. Et le système immunitaire les rejette donc en les détruisant. Bon, bien sûr, il existe des solutions à ce problème. On peut par exemple citer de puissants médicaments qui peuvent réduire les réactions du système immunitaire. Par exemple, il y a les corticostéroïdes ou les rayons X. La seconde solution peut être un petit peu plus complexe,
vise tout simplement à modifier l'information génétique de la cellule qui va être implantée. Et puis on fait tout cela avec un transfert de noyau. Tout d'abord, une cellule du corps du patient est prélevée. Son noyau est ensuite retiré, puis réinjecté dans une ovule énucléée. Cette ovule recevra une stimulation par champ électrique, ce qui lui permettra de se développer jusqu'au stade blastocyte, stade lors duquel les cellules souches sont prélevées. Arrivées à ce stade, des cellules souches de cette ovule seront prélevées et mises en culture pour se multiplier et seront par la suite réinjectées dans le corps du patient avec la même information génétique, ce qui limitera considérablement le risque de rejet immunitaire. Le deuxième risque est le risque de développer un cancer suite à l'injection de ces cellules. Le problème qu'il y avait jusqu'à présent, c'était de pouvoir contrôler ces cellules souches. Parce qu'il faut faire attention, c'est à double, ça peut, entre guillemets, dégénérer, dans le sens que c'est des cellules qui peuvent devenir des cellules cancéreuses. En effet, si elles sont injectées dans un tissu qui ne leur est pas adapté, elles donneront lieu alors à une multiplication incontrôlée de cellules. Ces cellules n'ayant donc pas un lieu propre à elles, elles ne pourront donc pas se spécialiser. Il y aura donc un amas de cellules indifférenciées au sein du corps du patient. Et ces cellules pourront lier donc à une tumeur. Bien sûr, à l'âge adulte, les cellules souches ne disparaissent pas totalement. Elles sont simplement moins nombreuses et malheureusement, elles ne permettent pas de reconstruire un membre entier. Mais alors, comment expliquer que nos cellules étaient capables de reformer un organisme entier au stade de l'embryon et que maintenant elles n'en soient plus capables? Attention, cela ne veut pas dire que les cellules changent leur programme génétique. Au contraire, si une cellule de la peau ne peut reconstruire que de la peau maintenant, alors qu'avant elle pouvait faire un organisme entier, elle garde exactement le même ADN qu'elle avait au tout départ. Ce phénomène s'explique par l'extinction de certains gènes. En effet, il est normal que certains gènes s'allument tandis que d'autres s'éteignent. Et en fait, la cellule va garder exactement les mêmes gènes que la cellule œuf, seulement ils ne fonctionneront pas tous. Ces cellules souches sont des cellules partiellement différenciées. Elles sont en fait multipotentes. Elles peuvent donc donner naissance à une grande gamme de cellules, mais pas toutes. Elles pourront donc régénérer les cellules respectives à leur propre tissu, mais pas celles d'un autre type. Voilà la grande différence entre les cellules souches embryonnaires et les cellules souches adultes. Comme nous l'avons vu, les cellules souches embryonnaires pouvaient se différencier en n'importe quel autre type de cellules. En revanche, les cellules souches adultes, elles, sont plus spécialisées. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut négliger leur rôle, car en effet, certains de ces tissus ne pourraient pas se renouveler sans l'action de ces cellules souches adultes. Prenons l'exemple de la peau. C'est un des tissus les plus importants de notre corps. En effet, elle va nous protéger des infections, des bactéries extérieures, etc. La peau est formée de 3 couches. L'épiderme, donc la couche externe de la peau, est recouverte à sa surface d'un revêtement dit semi-perméable. Et elle est en majeure partie constituée de cellules mortes qui, toutes, formeront la couche cornée. En fait, cette couche est faite de la juxtaposition de cellules, un peu comme des briques dans un mur. Ces cellules sont de plusieurs types, mais on peut notamment distinguer par exemple les kératinocytes qui, remplis d'une protéine appelée la kératine, vont pouvoir participer à la formation des ongles, des cheveux, mais aussi à la pousse des poils. La seconde couche de la peau est le derme, qui lui est composé d'une matrice. Cette matrice est en fait un réseau très organisé de fibres de collagène, de fibroblastes et de fibres d'élastine. Et toutes ces fibres sont responsables de l'élasticité de la peau. Enfin, la dernière couche est l'hypoderme. Cette partie a un rôle de réserve de l'énergie. En effet, elle va assurer son stockage, mais pas seulement. Elle va aussi protéger la peau contre tous les chocs. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à certains endroits de notre corps, cette couche est nettement moins épaisse, comme par exemple au niveau des paupières. Mais au contraire, au niveau des paumes par exemple, qui est une zone beaucoup plus exposée au choc, l'hypoderme est bien plus épais. Mais comment ces cellules souches agissent-elles dans notre peau ? Eh bien, c'est la couche supérieure de notre peau, à savoir l'épiderme, qui se renouvelle tous les 28 jours. Les tissus de la peau sont ainsi constamment réparés et reformés, et tout cela grâce à l'action des cellules souches. Donc tous les 28 jours, c'est une nouvelle peau qui fait surface. À la limite entre le derme et l'épiderme, il y a ce que l'on appelle la couche basale. C'est là que se trouvent les cellules souches de la peau, les kératinocytes, qui vont lors de la régénération de la peau tout d'abord commencer par se multiplier par le mécanisme de la mitose. Puis va commencer leur migration depuis la couche basale vers les couches supérieures. Durant cette ascension, les kératinocytes vont subir plusieurs différenciations cellulaires, car selon la couche dans laquelle ils se trouvent, leur morphologie sera différente. En effet, plus les kératinocytes s'approchent de la surface,
plus ils vont s'aplatir. Et finalement, ils finiront par perdre leur noyau et même tous leurs organites, avant de finalement devenir une cellule morte que l'on appelle cornéocytes, qui peupleront ensuite la surface de la peau, formant ainsi une couche très résistante, la couche cornée. Mais le problème, c'est que les cellules souches ne se trouvent pas partout dans notre corps. Il y a donc des tissus qui ne sont pas constamment reformés. Et donc, si ces tissus, comme par exemple les tissus nerveux, viendraient à être endommagés, ils ne seraient donc jamais réparés. Eh bien, c'est malheureusement le cas. Des tissus composés de cellules souches, comme par exemple les tissus de la peau, des tissus musculaires ou bien les tissus du foie, peuvent se régénérer indéfiniment. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres tissus, comme par exemple les tissus nerveux, qui eux ne sont pas composés de cellules pouvant se reproduire indéfiniment. En cas de liaison, cela pourrait donc entraîner de lourdes conséquences, et même parfois pouvant lier à des maladies incurables pouvant entraîner la mort. Tiens, par exemple, la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson sont toutes les deux des maladies liées à un dysfonctionnement au sein du tissu nerveux. C'est donc pour cela que la médecine espère voir au sein des cellules souches un remède à ce type de maladie. Et Jamie, j'ai entendu qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une découverte miraculeuse au sujet des cellules souches. Tu peux m'en parler ? Eh bien, en 2006, une nouvelle sorte de cellule souche est découverte par le chercheur japonais Shinya Yamanaka. Ce sont les cellules souches dites IPS, initiales signifiant Induced Pluripotent Stem Cells, signifiant en français cellules souches induites. Cette découverte est une révolution pour le monde scientifique. Car en effet, ces cellules sont en fait des cellules souches spécialisées, mais qui ont été manipulées génétiquement pour ainsi redevenir une cellule souche pluripotente. Et ce n'est pas que de la science-fiction. Ces cellules souches induites sont déjà bien utilisées dans les laboratoires. Nous, dans notre laboratoire, on a arrêté complètement de travailler avec des cellules souches embryonnaires et on a complètement passé aux cellules souches induites. Ces cellules ont un potentiel énorme. Non seulement elles sont présentes en quantité illimitée, mais en plus elles seraient capables de régénérer un organe entier. Alors justement, c'est ça la grande force de la technique, c'est de prendre n'importe quelle cellule qui est spécialisée et de la faire revenir en arrière à un stade de cellules souches. En prenant les cellules souches adultes d'un patient et en les transformant en cellules souches dites induites, on pourrait non seulement signer l'arrêt de l'utilisation des cellules souches embryonnaires, mais en plus, le risque de rejet lié à l'utilisation de ces nouvelles cellules est presque absent, puisque ces cellules sont prélevées du patient même, et donc lorsqu'elles seront réinjectées dans son propre corps, il ne pourra donc pas les détecter comme un élément étranger. Le risque de rejet est moins présent parce que ça serait les cellules du patient. Par contre, on a toujours un risque en fait, que cette cellule qu'on a quand même manipulée, génétiquement ou bien dans des environnements, en fait, puisse devenir par exemple une cellule cancéreuse, que jusqu'à présent on est capable d'une cellule souche d'aller vers une cellule spécialisée, donc de donner n'importe quel type de cellule, mais à terme on peut imaginer que pour chaque patient et pour chaque maladie, on pourra en fait reproduire soit un modèle de maladie in vitro, soit des traitements personnalisés. Donc c'est vraiment l'avenir des cellules souches, c'est d'aller vers un traitement personnalisé. Bah tiens, je connais justement un laboratoire à Genève qui pourra nous en dire plus à ce sujet-là. Nous voici ici au campus Biotech. Invités pendant 2 jours par Lux Topini et ses équipes, nous allons alors maintenant manipuler ces cellules souches et les voir sous un nouvel angle. Et aujourd'hui, je vais avoir la chance de travailler avec les équipes du professeur Lux Topini, une sommité dans le domaine. Bonjour Laetitia Niclès, vous allez m'assister, me guider tout au long de l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire de la culture cellulaire, donc s'occuper de nos cellules. Et demain, nous ferons une immuno pour marquer ces fameuses cellules. Waouh, Fred, tu vas faire de la culture cellulaire? Bon, avant que tu te lances, je compte bien t'expliquer ce que c'est. La culture cellulaire est en fait une série de processus visant à maintenir en vie des cellules se trouvant en dehors de leur organisme dans lequel elles se trouvent habituellement. Généralement, les cellules sont placées dans ce que l'on appelle une boîte de Petri. Dans cette boîte, elles pourront alors se multiplier, et cela par le processus de la division cellulaire. Et ces techniques de culture cellulaire sont très minutieuses, car en effet, il faut parvenir à imiter le milieu naturel de la cellule, et tout cela sans l'influencer.
37 degrés, qui imitera les températures que nous avons dans notre corps. Et voilà. Ce que tu vois là, Jamie, ce sont les cellules que nous avons préparées tout à l'heure. Elles sont restées pendant environ plus de 3 mois dans ces puits afin qu'elles se différencient. Nous avons instauré les conditions nécessaires afin que ces cellules souches soient différenciées en neurones. La dernière étape vise alors à prouver si ces cellules sont vraiment des neurones. La grande difficulté, c'est d'être sûr que les cellules qu'on a obtenues, en l'occurrence l'expérience que tu as faite avec les neurones, soient bien des neurones humains et avec toutes les caractéristiques qu'on puisse utiliser. Donc en l'occurrence, là on recherche des marqueurs protéiques. Le but est d'aller chercher la protéine se trouvant de manière générale dans le type de neurone recherché. On va donc y injecter un anticorps qui va reconnaître l'antigène de cette protéine. Puis, on va fixer à cet anticorps un anticorps secondaire qui possède une protéine fluorescente. Ainsi, lorsqu'on l'observera au microscope, il sera mis en évidence. Donc, si les deux anticorps arrivent à se fixer sur l'antigène, c'est que c'était vraiment la protéine que l'on cherche dans le neurone. Et maintenant que les anticorps ont bien été intégrés par les cellules, nous allons pouvoir aller l'observer au microscope. Alors l'image est maintenant formée. L'expérience a donc fonctionné. À partir de cellules souches, nous avons maintenant des neurones. Et donc nous avons pu regarder si toutes les protéines étaient présentes, et c'est le cas. Donc maintenant nous avons des cellules neuronales. Waouh, bravo Fred, t'as réussi! Bon allez Fred, on te les réinjecte? Vu toutes les questions que tu me poses, j'ai bien l'impression que t'as besoin de beaucoup plus de neurones toi.